Merci d'être avec nous sur AL24 News, au sommaire de l'actualité de ce dimanche 12 juin. Alger remet les pendules à l'heure avec Madrid suite à la polémique engendrée par sa décision de suspendre son traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération la liant à l'Espagne. Alger déplore et rejette les déclarations hâtives et infondées faites au nom de l'Union européenne à la suite de cette décision. Au Maroc, le groupe des Marocains républicains lance un appel à manifester le 17 juin prochain contre la politique du Marsan et la libération de tous les détenus politiques et prisonniers d'opinion. Vers une nouvelle constitution au Mali, Bamako annonce la création d'une commission chargée d'élaborer une nouvelle mouture de la loi fondamentale pendant une durée maximale de 2 mois. Législative en France, la coalition soutenant Emmanuel Macron en quête d'une majorité parlementaire pour appliquer son programme présidentiel et la gauche revivifiée derrière Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir à tous. L'Algérie a déploré et rejeté les déclarations hâtives et infondées faites vendredi au nom de l'Union européenne à la suite de la décision souveraine de l'Algérie de suspendre le traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération la liant à l'Espagne. Pour rappel, Alger a procédé à cette suspension suite au revirement du gouvernement espagnol sur le dossier sahraoui. Karim Bouaziz. Une puissance administrative, anciens colonisateurs qui penchent du côté de la nouvelle force occupante, respectivement le Royaume d'Espagne et le Maroc. Complot de colonisateurs s'il en est. Ajoutant à cela une Union européenne solidaire à l'endroit de Madrid, elle dont la politique n'est que filigrane sur d'autres fronts, comme face à la Russie qui demande n'empêche à l'Algérie de revoir sa position, faisant écho à la suspension du traité d'amitié et de coopération avec l'Espagne signé le 8 octobre 2002. En effet, l'attitude d'Alger par la lucarne de Bruxelles est jugée préoccupante à en croire le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, ainsi que le vice-président en charge du commerce, Valdis Dombrovskis. Aucune consultation ni vérification pour mettre dans la balance la voix de l'Algérie n'aurait été entreprise. Faire front avec Madrid dans un élan d'entraide des pays de l'UE ne se limiterait qu'aux frontières de l'UE. Certains pays adoptent le droit international à géométrie invariable et dans ce cas, les autorités algériennes revendiquent tout bonnement les textes onusiens sur la question sahraoui. Précisément, une décolonisation encadrée par l'ONU dont l'Espagne était partie prenante. On remémorerait ici le rôle de neutralité de l'Espagne depuis 1975 entre le Front du Polisario et les forces marocaines. Un contexte de légalité dérogé par un Pedro Sánchez, chef du gouvernement espagnol acculé. Une Espagne, force administrative, qui déborde de son rôle traditionnel pour pencher du côté de l'occupant marocain en violant les textes juridiques internationaux, ne pouvait pas laisser stoïque Alger. Pegasus, logiciel espion qui a virusé les téléphones de plusieurs membres du chef du gouvernement, dont Sanchez lui-même, aurait été utilisé par les services du Marsan pour faire pression. La question revêt une réelle importance, voire une urgence, si bien qu'elle est débattue au sein des hémicycles de Madrid et de la presse espagnole. L'Union européenne est surtout préoccupée par les livraisons de gaz de la part de l'Algérie, contexte de crise ukrainienne oblige. Soulignons qu'en dépit d'une crise énergétique inquiétante, Alger a tenu à rassurer ses clients en maintenant ses prix à des niveaux corrects. Sauf que concernant l'Espagne, il porte à croire que l'on se dirige tout droit vers un recalcul des prix vers la hausse. Depuis la crise russo-ukrainienne, l'arme énergétique inquiète. Madrid et Alger, de leur côté, semblent être engagés dans un bras de fer bon an mal an et en dépit de futures politiques de Pedro Sánchez à l'aune des futures législatives, devrait laisser des traces béantes sur le long terme. La réussite sioniste et son paratonnerre marocain est effective incontestablement à ce niveau. Et ce malaise entre Alger et Madrid a laissé transparaître une crise politique interne en Espagne. Le gouvernement de coalition dirigé par le Parti socialiste et son président Pedro Sánchez se retrouve de plus en plus isolé. Sánchez ayant accusé ses opposants politiques menés par le Parti populaire de faire pression sur l'Espagne dans la crise que traverse son pays avec l'Algérie. De son côté, la dirigeante du parti politique espagnol Ciudadanos, Inés
Abbas Arrimadas a qualifié ce dimanche le chef du gouvernement de danger public à la suite de son revirement dans le dossier du Sahara occidental et la décision de l'Algérie de suspendre le traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération avec l'Espagne. Et alors que le spectre d'un stress alimentaire imminent plane sur le monde, l'Algérie tente de multiplier les initiatives visant à garantir sa sécurité alimentaire, notamment dans la filière des céréales, grâce à une feuille de route ambitieuse. Le pays vient d'ailleurs d'être élu par consensus au comité administratif du Conseil international des céréales. Il s'agit d'une organisation intergouvernementale œuvrant dans le sens de la coopération internationale et de la promotion de l'essor ainsi que l'ouverture en matière d'échange de céréales. Un stress alimentaire en passe de se transformer en famine imminente au Maroc et ce, dès l'automne prochain. Le stock de céréales a atteint un seuil critique. Le royaume ne dispose plus que de 4 mois de réserve et s'apprête également à vivre l'une des pires campagnes céréalières de son histoire. Du fait de la sécheresse, cela intervient au moment où la facture des importations de produits alimentaires et énergétiques explose. Le Maroc, où un appel populaire a été lancé par le groupe des Marocains républicains pour manifester le 17 juin prochain contre la politique du Marzen et la libération de tous les détenus politiques et prisonniers d'opinion. Amin Touta. Un enchaînement des mouvements de contestation et une ébullition populaire quotidienne. Tel est le constat du paysage populaire marocain, dénonçant les pratiques du Marzen et sa politique internationale, marquée par la normalisation avec l'entité sioniste. Dans ce contexte particulier, les républicains marocains comptent organiser le 17 février prochain des sit-ins de protestation contre le régime du Marzen, appelant à libérer les détenus politiques et la poursuite des responsables impliqués dans l'atteinte sur les libertés et les principes du peuple marocain. Cette nouvelle vague de protestation inclut la diaspora à l'étranger devant les consulats et les ambassades du royaume dans le monde. Un appel qui s'ajoute au développement diplomatique suite aux plaintes déposées par des organisations internationales aux Nations Unies à Genève pour mauvais traitement des militants sahraouis du groupe Kdimizik. Les détenus en question sont emprisonnés depuis plusieurs années en absence d'un procès équitable. Le cas de Kdimizik n'est pas isolé, à l'image de la militante sahraoui Sultana Khaya, qui a subi un traitement similaire lors d'une assignation à résidence de plus de 16 mois dans les territoires occupés, et un traitement qui témoigne une fois de plus de la politique coloniale du Marzen au Sahara occidental, en dépit des résolutions onusiennes et le droit international garantissant le principe à l'autodétermination. Le Maroc accusé également de détenir arbitrairement des étudiants sahraouis. En effet, l'Union des étudiants de Saghi al-Hamra et Oued el-Dahab a annoncé le lancement d'une campagne internationale de solidarité avec les détenus de la classe étudiante, les compagnons du gardien en particulier, le détenu Mohamed El-Laichi qui mène une grève de la faim. Dans le dossier libyen, la conseillère spéciale du secrétaire général de l'ONU pour la Libye, Stéphanie Williams, a donné le coup d'envoi ce dimanche au 3e et dernier round de négociations entre la Chambre des représentants et le Haut Conseil d'État au Caire, des pourparlers qui interviennent quelques jours après des affrontements à Tripoli. Iman Merad. Les représentants du Haut Conseil d'État et du Parlement libyen ont entamé au Caire ce dimanche 12 juin le 3e cycle de pourparlers sous les auspices des Nations Unies pour convenir d'une réforme constitutionnelle. Stéphanie Williams, la conseillère spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour la Libye, a reçu les 2 parties de négociation au 3e et dernier tour de pourparlers pour dresser un cadre constitutionnel solide permettant la tenue d'élections nationales. Cette réunion pourrait être la dernière voie démocratique vers un compromis. Les Libyens doivent pouvoir exercer leur droit démocratique de voter aux élections générales nationales pour la première fois depuis plus de 8 ans. Stéphanie Williams a assuré dans son allocution d'ouverture de la dite réunion, qui se tiendra jusqu'au 19 juin prochain, que celle-ci a lieu à un moment crucial pour son pays, mais a cependant averti qu'après plusieurs années de division, de difficultés, de conflits, de chaos et de polarisation, le peuple libyen est particulièrement épuisé.
Selon Williams, lors des 2 cycles de pourparlers précédents, les parties sont parvenues à un premier consensus sur 137 articles du projet de constitution, y compris sur les droits et libertés. Il continuerait à discuter d'une poignée d'articles contestés sur l'autorité législative et judiciaire. Le différend sur le cadre constitutionnel de l'élection était l'un des principaux défis qui ont fait échouer les élections nationales prévues en décembre. L'envoyé spécial de l'ONU a honoré les accords conclus sur plusieurs points critiques entre les 2 institutions qui se disputent le pouvoir en Libye depuis le premier cycle de pourparlers, tenu en avril dernier, reconnaissant qu'il existait des articles clés sur lesquels des accords doivent encore être conclus. Ces pourparlers interviennent alors que les habitants de la capitale libyenne Tripoli, toujours sous le choc après les affrontements nocturnes de vendredi dernier entre groupes armés au milieu des civils, signe du chaos inextricable qui continue de régner en Libye. Williams a condamné ces affrontements, demandant que les responsables soient tenus pour responsables. De son côté, l'ambassadeur américain en Libye, Richard Norland, a menacé de sanctionner les responsables des combats, affirmant qu'ils en paieront le prix auprès du peuple libyen et de la communauté internationale. Et à noter que l'Algérie a indiqué hier suivre avec une grande préoccupation les développements de la situation en Libye suite aux affrontements entre groupes armés qui ont éclaté dans la nuit de vendredi à samedi dans la capitale libyenne, Tripoli, mettant en garde que toutes les parties libyennes contre le risque de replonger le pays dans le chaos et le mener au point de non-retour. Et pour rappel, les ministres des Affaires étrangères de l'Algérie, de la Tunisie et de la Libye ont insisté sur l'importance de la stabilité en Libye pour garantir la sécurité et la stabilité dans la région en général, outre la nécessité de parachever le processus politique dans l'entente et l'unité à travers un dialogue libo-libyen. C'était dans un communiqué final sanctionnant la réunion tripartite Tunisie-Algérie-Libye tenue à Tunis. Et pour évoquer les derniers développements en Libye, nous avons avec nous Rafat Habib, professeur universitaire spécialiste du dossier libyen. Rafat Habib, bonsoir. Bonsoir. Alors, la capitale libyenne, comme nous venons de le dire, a renoué avec les affrontements. Selon vous, Kamal Rafat Habib, qui est derrière ce nouvel épisode de violence et qu'est-ce qui a pu le déclencher ? Ce sont les milices qui détiennent finalement le territoire, qui détiennent les ressources et qui détiennent aussi les leviers de pouvoir à l'intérieur de Tripoli, puisque ce sont ces mêmes milices qui sont à l'origine de la nomination, du maintien ou du départ de n'importe quel responsable dans la capitale Tripoli. Oui. Or, ce que fait aujourd'hui Madame Williams, c'est une perte de temps, parce que d'abord, on remarque que les pays qui ont une véritable audience auprès des parties libyennes sont totalement marginalisés. On ne les appelle pas pour participer à des cycles de débats, de discussions, de dialogue entre les parties libyennes, et on se contente d'autorités qui ont perdu toute légitimité depuis des années. Donc, Rafat, Donc, à mon avis, ce qui se passe aujourd'hui en Libye, c'est une forme de faux débat, de faux dialogue, alors que le principal problème n'a pas été résolu, à savoir le démantèlement des milices et le départ des mercenaires. Tant que ces deux dossiers n'ont pas été ouverts, traités de manière responsable de la part aussi bien des pays limitrophes de la Libye que de la communauté internationale, tout dialogue n'a strictement aucun intérêt. Oui, on l'a dit, Rafat Habib, également dans ce journal, un troisième et dernier round de négociations s'est ouvert ce dimanche au Caire et il regroupe la Chambre des représentants et le Haut Conseil d'État. Quelle chance de voir ces négociations aboutir à un résultat tangible ? Aucune. C'est pratiquement la énième fois qu'ils se rencontrent, c'est la énième fois qu'ils vont décider de quelque chose. Oui. Et puis après, tout accord qui va être signé par ces deux parties ne va pas être appliqué. Ils ont fait la même chose en septembre 2021. Ils ont fait la même chose en novembre 2021. Ils se sont tous engagés pour qu'il y ait des élections le 24 décembre 2021. Et puis le jour des élections, on n'a vu personne à la télé pour dire que les élections ont été reportées ou ont été évacuées sine die. Donc, ceux qui sont
invité à des dialogues par Madame Williams, ne représente plus rien au niveau du territoire, ne représente plus rien au niveau du terrain. Ce sont les milices qui ont décidé, quelques jours avant le 24 décembre 2021, qu'il n'y ait pas d'élection parce qu'ils savaient pertinemment qui allait gagner. Et aujourd'hui, ce sont ces mêmes milices, par leur chaos sécuritaire à Tripoli et autour de Tripoli, qui vont dire c'est nous qui décidons quand est-ce qu'il va y avoir des élections ou bien quand est-ce qu'il va y avoir un changement de pouvoir et de cap à Tripoli. C'est ça la grande question. En fait, on est en train de faire dialoguer des gens qui n'ont strictement aucune prise sur le terrain. Très bien. Merci beaucoup, Rafa Tabib, pour votre éclairage. Je rappelle que vous êtes professeur universitaire et spécialiste du dossier libyen. On passe au Mali à présent. La transition a franchi une nouvelle étape vers le retour à l'ordre constitutionnel. Je vous le disais en titre, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a signé un décret de création de la commission de rédaction de la nouvelle constitution du Mali. Tinine Makassi. Alors que les sévères sanctions de la CEDEAO sont toujours maintenues à l'encontre du Mali, le pays, lui, semble résolument décidé à renouer avec l'ordre constitutionnel. En effet, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a signé un décret pour la création d'une nouvelle commission chargée de la rédaction de la nouvelle constitution. Une commission dont les membres seront nommés par le président de la transition lui-même et vont également travailler pour lui présenter un avant-projet de loi portant la constitution du Mali, dans un délai de 2 mois. Un avant-projet répondant aux recommandations des assises de la refondation. Pour rappel, les assises de la refondation sont une série de consultations auprès de la population lancées par les autorités le 11 décembre dernier, avec pour objectif de mettre noir sur blanc les recommandations préalables aux élections. Le décret présidentiel déjà publié au journal officiel précise en outre que la dite commission pourra, dans le cadre de son travail, consulter l'ensemble des forces vives de la nation, à savoir la société civile, les syndicats, mais aussi les partis politiques, les organisations religieuses, ainsi que les autorités traditionnelles. Fidèle aux conclusions de la refondation, ce décret se veut aussi inclusif. Ainsi, les groupes armés du nord du Mali, signataires des accords d'Alger en 2015, sont appelés à apporter leur contribution. À noter que cette décision intervient 5 jours après un précédent décret qui a arrêté la durée de la transition à 24 mois, à compter du 26 mars 2022. Et sur le terrain, au moins 7 personnes, dont des douaniers et des civils, ont été tuées hier dans le sud-est du Mali lors d'une attaque terroriste contre un poste des douanes de Koutiala. L'armée malienne effectuait hier un ratissage dans cette zone près de la frontière avec le Burkina Faso. Et la deuxième série de pourparlers sous l'égide de l'ONU pour résoudre la crise politique au Soudan a été reportée sine die après la défection d'un important bloc civil. L'ONU, l'Union africaine et l'organisation régionale est-africaine l'IGAD avaient lancé mercredi un dialogue pour tenter de mettre un terme à l'impasse politique au Soudan dans lequel ce pays, un des plus pauvres d'Afrique, est plongé depuis octobre 2021. Et direction la Palestine occupée, Al-Aqsa, une nouvelle fois victime de la horde sauvage de l'entité sioniste qui piétine au grand jour la sacralité de cette enceinte religieuse. Des dizaines de collants sont revenus à la charge ce dimanche en faisant incursion sur ce lieu saint de l'islam avec l'appui et la protection des forces de l'occupation sioniste. Souhila Kilal. Les autorités sionistes poursuivent impunément leur politique de répression et d'agression à l'encontre du peuple palestinien. Ce dimanche, des collants ont envahi la mosquée d'Al-Aqsa sous la protection des forces de l'occupation. Ils y ont mené des marches provocantes et des rituels talmudiques alors que les fidèles musulmans ont été interdits d'entrer dans la mosquée sainte. Par ailleurs, 5 citoyens palestiniens ont été arrêtés ce dimanche dans différentes régions, dont 3 à Al-Quds Est et 2 autres en Cisjordanie, après avoir perquisitionné et fouillé leur maison familiale.
Au nord de la Cisjordanie, des dizaines de travailleurs palestiniens ont été pourchassés par les forces de l'occupation sioniste à coups de bombes lacrymogènes pour les forcer à quitter la région. Des confrontations ont également éclaté tôt ce matin entre les soldats de l'occupation et des jeunes palestiniens après l'incursion sioniste dans le camp de réfugiés de Nour al-Shams à l'est d'Ul-Karam en Cisjordanie. Au cours de ces confrontations, une maison palestinienne a été endommagée. Dans un communiqué publié ce dimanche, le ministère des Affaires étrangères palestinien a condamné les violations et les crimes persistants commis par les forces de l'occupation et les colons contre le peuple palestinien, ses terres, ses maisons et ses lieux saints, dans le cadre d'un plan d'escalade des tensions dans la région. Il a appelé l'administration américaine à faire pression sur le régime sioniste, soulignant que l'impunité dont il bénéficie l'encourage à commettre plus de crimes et constitue une violation flagrante du droit international. Dans l'actualité également, Moscou a affirmé ce dimanche avoir détruit un grand entrepôt d'armes fourni par les Occidentaux dans l'ouest de l'Ukraine, alors que la bataille fait rage à Severodonetsk, ville clé de l'Est où la défense ukrainienne apparaît en grande difficulté. La tension monte crescendo entre Pékin et Washington au sujet du sort de l'île de Taïwan. La Chine a envoyé un message clair lors du sommet de sécurité dialogue de Shangri-La à Singapour. Le pays va se battre jusqu'au bout contre ceux qui aspirent à diviser. Nous appelons la partie américaine à cesser de dénigrer la Chine, qui cesse de s'ingérer dans nos affaires intérieures et de nuire à nos intérêts. Les relations bilatérales ne pourront s'améliorer que si les États-Unis agissent de la sorte. La direction à présent la France qui avait aujourd'hui rendez-vous avec le premier tour des élections législatives remporté par la NUPS, l'alliance de 5 partis de gauche dirigée par Jean-Luc Mélenchon avec 25,2% des voix devant l'actuelle majorité parlementaire du président Emmanuel Macron Ensemble qui a également recueilli 25,2% des suffrages exprimés selon les premières estimations. Les 6293 candidats répartis sur 577 circonscriptions en tout de même dû composer avec une abstention record estimée à plus de 52%. La France qui a connu des élections législatives un peu particulières selon les observateurs, un scrutin caractérisé par la constitution de 3 nouveaux blocs ayant enterré le vieux clivage gauche-droite, analyse des ramifications et des conséquences probables à l'issue de ce premier tour avec Rêve d'Imbatage. Pratiquement 2 mois après avoir renouvelé leur confiance à Emmanuel Macron, réélu pour un 2e mandat consécutif à la tête de la France, les Français avaient une nouvelle fois rendez-vous avec les urnes, cette fois-ci pour choisir le représentant au sein de l'Assemblée parlementaire. Mais à bien des égards, les élections législatives de 2022 ne ressemblent pas aux autres. D'abord, parce que le président Macron et sa formation LREM risquent grandement de perdre leur majorité au Palais Bourbon, face à la rude concurrence imposée par l'alliance des partis de gauche, la NUPS, et dans une moindre mesure l'extrême droite avec le Rassemblement national comme chef de file. Le scénario d'une 4e cohabitation dans l'histoire de la 5e République française est donc plus que plausible, avec des conséquences oscillant entre le remaniement du gouvernement au changement de cap dans la politique intérieure et étrangère de la France. Ce scénario, promu notamment par le nouveau leader de la gauche unie sous la bannière de la NUPS, Jean-Luc Mélenchon, a fait planer son ombre sur la campagne électorale, tenue sous le signe de la rupture avec l'ordre établi à l'Élysée, par la voix du Parlement et de Matignon. Un remake de la ligne que prônait la gauche de Mitterrand au congrès d'Épinay de 1971, pourtant à l'aube des 30 Glorieuses. Celui qui ne consent pas à la rupture avec l'ordre établi, politique ça va de soi, c'est secondaire, avec la société capitaliste, celui-là, je le dis, il ne peut pas être adhérent du Parti socialiste. Enfin, la disparition de l'ancien clivage gauche-droite a accouché d'une nouvelle configuration politique tricéphale, pouvant permettre la naissance dès le 19 juin prochain du premier groupe parlementaire dans l'histoire de l'extrême droite française.
Dans l'actualité également, le Qatar a annoncé hier avoir choisi le géant français des hydrocarbures Total Energy comme premier partenaire étranger pour développer le plus grand champ gazier naturel du monde et à terme apaiser les craintes de l'Europe sur le plan énergétique. Le groupe pétro-gazier français va prendre plutôt une part de 6,25% dans le projet dans le cadre d'une jointe venture avec Qatar Energy. Et en économie, toujours la foire internationale d'Alger fait son comeback post-Covid. Près de 700 entreprises, dont 187 sociétés étrangères représentant 20 pays, prendront part à la 53e édition de la FIA, prévue à partir de demain. Les États-Unis seront l'invité d'honneur avec 35 entreprises américaines représentant divers secteurs. Et puis, sport football, l'Algérie affronte en ce moment même en amical l'Iran, adversaire mondialiste, au stade Jassim Ben Hamed à Doha. Le match ayant commencé avec une vingtaine de minutes de retard. Et à noter également que les deux équipes ont observé une minute de silence en hommage au joueur algérien disparu, Bilal Hamouda. Pour rappel, et lors des éliminatoires de la CAN en Côte d'Ivoire 2023, les Verts ont déjà fait l'essentiel lors des 2 premières journées. L'Algérie a battu successivement l'Ouganda et la Tanzanie par le même score de 2 buts à 0. Et en Formule 1 à présent, grosse opération pour Red Bull dans son duel avec Ferrari lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan. Les 2 pilotes Red Bull, Max Verstappen et Sergio Pérez, ont terminé premier et deuxième à la ligne d'arrivée, suivis par les 2 pilotes Mercedes, George Russell et Lewis Hamilton. Les 2 pilotes Ferrari, Charles Leclerc et Carlos Sainz, n'ayant pas pu terminer la course à l'issue de ce Grand Prix. Verstappen et son écurie sont désormais leaders du classement général pilote et constructeur. Voilà, et c'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Al 24 News.